je remercie Pierre Vanhoff de prendre en charge un dossier qui nous a réunis, parce qu'il y a encore quelques mois, on ne se connaissait pas. On n'avait même pas compris qu'on venait des mêmes points de départ, c'est-à-dire qu'il a fallu que Florensky, par-delà les années et les distances, finissent par nous rassembler. Donc je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, Pierre Vanhoff est le traducteur de ce document sur lequel nous travaillons, les imaginaires en géométrie. Et il a des liens avec le monde russe, avec le monde scientifique russe et bien sûr international. Donc il a deux choses à nous apprendre. D'une part, il va éclairer d'où vient Florensky et ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Mais tu es un des rares à pouvoir aussi aller au-delà, c'est-à-dire de nous mettre en relation avec les cercles russes qui peuvent être intéressés par nos travaux. Nous aider à faire de ce tout microscopique événement que les quelques phrases que j'ai lues ce matin, un événement véritablement reconnu par la communauté internationale. Donc par avance, on t'en remercie. À toi, Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation. Je ne suis pas un spécialiste de Dante, donc je parlerai beaucoup de Florensky, et bien sûr de Dante dans la troisième partie de mon exposé. Je ne suis pas non plus un traducteur professionnel ni un spécialiste de théologie orthodoxe. Je suis un physicien théoricien qui s'intéresse à la nature, à la théorie des cordes, à la nature de l'espace-temps, dans sa description en termes de force fondamentale. Et ce livre de Florensky est un livre intrigant. Il a une valeur, de mon point de vue, en termes de livre d'histoire des sciences. Donc je vais essayer de vous expliquer qui était Florensky, parce que c'est à la fois un scientifique mais un prêtre. J'essaie de vous expliquer aussi ce qu'il essaye de dire dans ce livre, en précisant bien sûr que parfois ce qu'il a dit n'est pas totalement juste du point de vue de la physique actuelle, mais bon, je remettrai ça dans son contexte. Et grâce à cette généreuse invitation et un exposé auquel j'ai assisté il y a un mois, mais je n'ai pas pu vous saluer, sur Dante, je m'ouvre à Dante et j'y découvre aussi un univers mathématico-physico, au-delà de l'univers poétique fascinant. Et il est effectivement tout à fait raisonnable d'insister sur ce que Florensky me semble apporter à une lecture de Dante, et ce que finalement Dante aussi peut apporter à une lecture de Florensky réciproquement. Donc aujourd'hui, j'espère que ça c'est le point de départ de quelque chose qui se développera, peut-être grâce à vous, dans cette direction-là. Alors, donc le père Paul Florensky ou Pavel Florensky, selon qu'on veut utiliser une dénomination plus proche, était donc qualifié par certaines des personnes qui l'ont connu comme un nouveau Léonard de Vinci était devant nous et nous étions tous bien conscients. C'était quelqu'un, en particulier des gens qui assistaient à ses cours, c'était quelqu'un de brillant, un très grand orateur, un écrivain, enfin il écrivait très bien, et aussi un scientifique. Donc Florensky a vécu au début enfin est né avant à la fin du XIXe siècle et a vécu la période de transition. Il est né en Russie avant la Révolution et il a vécu toute la période de transition qui a amené la Russie jusqu'à la Révolution russe. Il a vécu la Révolution russe et il est resté en Russie. Et je ne vais pas tellement m'attarder à une biographie précise avec des dates très particulières que vous pouvez trouver dans le livre, parce que ce n'est pas tellement la chose qui m'intéresse ici. Il faut savoir qu'il a été fusillé en 1937, et donc malheureusement ça fait partie de son histoire. Je vais plutôt m'intéresser à ce qu'il était et ce qu'il a incarné. Donc Florensky était tout ça. Et c'est une liste assez longue, parce que
souvent, on arrive à être spécialiste d'un des points que je présente dans cette liste, mais c'était vraiment un théologien et un philosophe. Donc on a mentionné ce matin la colonne et le fondement de la vérité, qui est son œuvre théologique majeure, qui vraiment a été, enfin, qui l'a fait connaître et a été une sorte de révolution dans la théologie orthodoxe. C'était un mathématicien. Alors un mathématicien parce qu'il a commencé ses études universitaires en mathématiques à Moscou. Donc il a appris les mathématiques avec Bougaïev, que je vais mentionner un peu plus tard. Il a appris les notions de fonctions singulières qui vont être centrales à sa description du monde, sa vision du monde qu'il utilise après plus tard, que je vais revenir. Il connaissait la physique, donc bien sûr, il a réinterprété la théorie de la relativité d'Einstein. Donc je parlerai de la théorie de la relativité d'Einstein. Et la façon dont il en parle, il connaît très bien la physique. Il l'interprète différemment de ce que Einstein et d'autres auraient voulu faire, mais le formalisme, il le connaît. Donc il n'a aucun doute qu'il connaît très bien la physique. C'était un chimiste qui a contribué à la chimie, surtout quand il était en exil dans les goulags, en Sibérie et sur les îles Solovki. Un ethnographe, un géologue. C'est un ingénieur, surtout spécialiste de l'ingénierie électrique. Donc après la révolution russe, il a été affecté à des travaux d'électrification de la Russie. Comme vous savez, hein, l'Union soviétique, c'est le soviet et l'électrification. Et donc Lénine en particulier avait compris qu'il fallait mettre toutes les forces possibles pour le développement industriel de la Russie. Et donc Florensky était employé dans ce sens-là. Il a fait des cours, il était prof de peinture, d'histoire de l'art, d'esthétique, et aussi se spécialisait dans les langues. Il parlait un grand nombre de langues, dont le français. Et dans chacun des domaines, il a écrit des livres qui malheureusement ne sont pas tous traduits en français. Il y en a beaucoup plus traduits en italien, donc vous avez cette chance que je ne l'ai pas, de pouvoir lire l'italien. Et donc là, ça fait quelqu'un qui a l'impression d'une liste à la Prévert de différents domaines. Ce qui est important chez Florensky, et ce que je vais expliquer un peu plus en détail, c'est que pour lui, tout ça fait partie d'un même ensemble. C'est-à-dire qu'il n'a pas des cases, il n'est pas un jour mathématicien, un jour théologien, un jour historien de l'art. Pour lui, ça fait partie d'une vision globale, de sa vision d'ensemble, de sa philosophie du monde. Et on trouve dans différents ouvrages ou articles sur Florensky, on le compare à Léonard de Vinci, on le compare à un Pascal russe. Je pense que, bien sûr, je vois l'hommage qu'on veut rendre à Florensky à travers ces comparaisons, mais je pense qu'elles sont toutes incorrectes, parce qu'il avait vraiment une façon de voir les choses qui était spécifique au fait d'être russe, d'être orthodoxe. Et donc, l'essentiel de son œuvre est de trouver une unité dans la connaissance et le savoir. Et donc son approche est vraiment d'unifier la théologie orthodoxe, la philosophie, la science et les arts. Pour Florensky, il n'y a pas d'opposition entre la science et les arts. Il n'est pas dans un combat stérile qui d'ailleurs, malheureusement, était en vigueur après la révolution russe, un obscurantisme religieux face à une science éclairée, enfin, toutes les conséquences du procès de Galilée, etc. Non, pour lui, la science est une façon de pouvoir comprendre la manifestation divine dans le monde terrestre qui nous entoure. Donc, pour lui, il n'y avait pas d'incompatibilité. Comme pour lui, il n'y avait pas d'incompatibilité entre la science et la théologie, il essayait d'utiliser les mathématiques modernes de son époque, la physique moderne de son époque, au mieux, pour justement développer sa vision du monde unifiante, que je vais décrire dans cet exposé. Alors,
là, il se considérait essentiellement comme un commentateur des pères orientaux de l'Église, donc il est vraiment, par rapport à un point de repère, disons, plus occidental et catholique, il est plutôt dans vraiment une théologie plus orientale. Et surtout, bon, il essaie de combattre la modernité et ce qu'il appelle la fausse science et la fausse philosophie. Alors bien sûr, vous comprenez bien que dès qu'on est dans ce point de vue-là, en Union soviétique, après la Révolution, on s'attire des problèmes facilement. Alors, son thème principal est l'espace et le temps comme forme symbolique de la pensée, de la créativité artistique et de la culture. Donc ça, c'est tiré d'un texte qui est en russe. Je ne connais pas de version en français, mais enfin si, pour le paragraphe qui est là, c'est une traduction personnelle, donc je m'excuse parfois des petits glissements sémantiques, mais bon. Donc le problème de l'espace se trouve au centre de la vision du monde, dans tous les systèmes de pensée émergents et prédéterminés, etc. Avec certaines... donc, pour lui, l'espace est le sujet principal de la philosophie. Donc, tous les autres thèmes philosophiques doivent être évalués comme dérivés par rapport à la notion d'espace. Et... en plus, donc, dans son système de pensée, pour pouvoir justement, pour que sa compréhension du monde soit une compréhension de l'espace, mais étant quand même prêtre, parce que bon, je ne l'appelle pas le père Florensky, mais bon, il était prêtre, il n'a jamais renié ses vœux, sa compréhension du monde inclut une conception divine des choses. Donc quand il parle d'une conception de l'espace, c'est pas juste l'espace physique réel qui nous entoure, ça aussi fait référence à un espace transcendant, l'espace divin. Donc il va falloir qu'il ait une vision qui inclut ces deux mondes. Alors, d'abord, pour continuer à positionner un peu la pensée de Florensky, donc voici une citation tirée de La perspective inversée, qui est un autre ouvrage de Florensky, dans une traduction de Françoise Lost, qui est ma co-traductrice, et publiée à l'Âge d'Homme. Donc l'esprit de l'homme médiéval est l'affirmation de la réalité en lui et sans lui, d'où son objectivité. L'illusion est caractéristique de la subjectivité de l'homme moderne. Donc il est anti-moderne, pour utiliser un langage, disons, courant, dans le sens où, pour lui, il est vraiment attaché à une vision médiévale, organique des choses, du monde. Et pour lui, ce qu'il appelle la vision du monde de la Renaissance, c'est la modernité, c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le scientisme aujourd'hui, la domination d'une science froide où l'homme n'a plus vraiment sa place, mais complètement mécaniste. Alors, bon, c'est vrai que... Alors, en quelque sorte, il y a des exemples que Florensky cite, d'exemples de culture médiévale qu'il admirait, la culture hellénique, la culture homérique, et puis aussi la grande principauté de Moscou dans cette période, disons, moyenâgeuse. En opposition, il n'appréciait pas vraiment, par exemple, ce qu'on appelle la Renaissance européenne. Alors, Dante et la transition, bien sûr la Renaissance va arriver un peu plus tard, hein, mais la révolution disons, scientifique, tout ça, bon, c'est plutôt Galilée qui est associé à ça, mais quand même chez Dante il y a déjà une synthèse du monde médiéval avec une ouverture vers le monde disons, moderne, enfin, en tout cas. Et donc c'est pour ça que Florensky va chercher chez Dante la partie qui résonne dans sa vision médiévale des choses. Et il va essayer d'interpréter les choses qui sont un peu plus modernes chez Dante d'une façon personnelle, comme il va réinterpréter les théories de la relativité d'Einstein qui venaient d'être énoncées à son époque, pour rentrer dans son système
de vision plus conforme à la place, à l'importance que peut avoir l'homme dans le monde. Alors, pour Florensky, tout est connecté par des liens secrets. L'énergie s'écoule entre les choses et chacun vit dans tout et le tout dans chacun. Alors, c'est-à-dire que nous, on n'est pas isolé du monde qui nous entoure, on est en interaction avec le monde qui nous entoure, mais aussi avec le monde divin, le monde des idées, qu'on ne voit pas, auquel on n'a pas un accès physique, matériel direct, mais on peut communiquer avec lui, par exemple, comme il l'explique dans d'autres ouvrages, à travers les objets d'art. Donc les icônes sont des éléments de transition entre ces deux mondes. Mais de manière fondamentale, pour lui, je vais arriver à une description d'un monde double, ces deux mondes sont toujours connectés par quelque chose. Après, c'est à lui d'expliquer comment ça va être connecté. Mais bon. Et pour Florensky, en fait, donc, il y a deux visions du monde, qui est donc la vision platoniste. Donc il va y avoir, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot d'idées, donc les idées platoniciennes, et l'antiplatonisme, et surtout, pour lui, Kant est un exemple de cette vision, de cette description du monde qu'il n'aime pas, qu'il identifie avec le kantisme. Et donc voilà, c'est une autre citation de la perspective inversée. Et toute acceptation du monde d'en haut conduit inévitablement la pensée vers le platonisme sous une forme ou une autre, alors que toute pensée qui colle au monde d'en bas est amenée à nier le platonisme. Donc il va chercher toujours à une vision qui nous amène vers le haut, qui va nous amener vers ce monde qu'on voit en projection dans la cave chez Platon, mais justement auquel on est intimement lié. Alors, il avait été éduqué très correctement, enfin il connaissait très bien, c'était un élève doué, mais extrêmement doué au lycée, extrêmement doué à l'université. Il connaissait parfaitement les développements modernes de son époque. Donc en particulier, il était au courant des développements, parce qu'au début du XXe siècle, donc il y a la révolution de la mécanique quantique qui se passe en Europe, mais il y a quand même beaucoup de scientifiques russes qui sont... Enfin, l'essentiel de la physique est développé en Allemagne, mais les scientifiques russes sont en contact avec les scientifiques allemands. Donc, par exemple, une des personnes qui a beaucoup participé à l'élaboration de la mécanique quantique, Paul Ehrenfest, était marié avec une Russe et donc faisait des cours à Saint-Pétersbourg sur les fondements de la mécanique quantique. Il connaissait aussi parfaitement les théories de la relativité. Et il avait compris que tous ces développements de la science moderne allaient changer notre vision du monde, exactement comme Galilée avait changé la vision du monde et Newton avait changé notre vision du monde. Et donc, lui, la cosmologie en fait, que Florensky va développer, c'est-à-dire sa vision du monde, s'inspire de celle de Kant, même si il n'est pas kantien, il est même anti-kantien, en deux mondes. Donc il va reprendre chez Kant l'idée des deux mondes, un monde des phénomènes terrestres, donc celui où nous sommes, et donc celui dont on fait l'expérience quotidienne avec nos sens, et le monde des idées platoniciennes ou aristotéliciennes. Mais, et donc c'est là où cette citation que j'avais lue, disant que tout est connecté, Florensky pense que le monde des idées est intimement connecté au monde terrestre. Et donc, c'est cette connexion qu'il va mettre en œuvre, qui va expliquer dans les imaginaires géométriques. Et il va utiliser les développements mathématiques de géométrie non euclidienne et la théorie des singularités pour expliquer comment est-ce qu'on peut connecter ces deux mondes. Alors, voici le livre, Les imaginaires en géométrie, publié en 1922. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Donc ça, c'est la couverture en russe, Numisti. Ici est une gravure. Sur la couverture, il y avait
donc un de ses amis, Favorsky, avait réalisé une gravure qui était utilisée pour imprimer la couverture, et dans le livre, Florensky consacre un chapitre où il explique ce que signifie cette couverture, pourquoi est-ce que Favorsky a fait ça selon... ça c'est la version française qui est ici. Malheureusement, j'ai plus d'exemplaires. Enfin, l'exemplaire que j'ai, les pages tombent. L'éditeur français a eu la bonne idée d'essayer de reproduire de manière la plus fidèlement possible la couverture historique. Donc, Florensky dit, dans ce livre, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous, il semble que l'interprétation des imaginaires proposés ici, en lien avec le principe de la relativité restreinte et générale, donc c'est-à-dire avec les théories d'Einstein de la relativité, donc la théorie de la relativité restreinte, c'est 1905, la théorie de la relativité générale, c'est 25 novembre 1915. Donc, la relativité restreinte, que je vais décrire dans la suite, est à peu près 10 ans avant, et puis la relativité générale, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps l'espace-temps est un espace malléable, soumis, la géométrie est soumise, se déforme sous l'action des masses, que l'espace devient un acteur de la force de gravitation et non plus un cadre rigide fixe comme dans la théorie newtonienne de la gravitation, c'est 1915. Donc il dit donne un nouvel éclairage et une base nouvelle à la conception du monde d'Aristote, de Ptolémée et de Dante, qui a trouvé sa plus complète expression dans la Divine Comédie. Alors là, honnêtement, les gens qui lisent ça, et surtout sortis de contexte, on peut se demander est-ce qu'il avait bu, parce que ça a l'air quand même assez contradictoire, surtout à la lumière d'aujourd'hui. La théorie de la relativité, le principe de relativité restreinte et générale, c'est quand même la base de notre physique moderne. C'est la base de notre cosmologie, c'est la base de tous les phénomènes relativistes dont on fait l'expérience quotidienne quand on se localise avec son GPS. C'est-à-dire la relativité est nécessaire, les effets de relativité induits par la courbure de la Terre sur l'espace sont nécessaires pour avoir une bonne localisation quand vous utilisez un GPS, donc votre téléphone, pour savoir comment vous allez de la gare à l'université, par exemple. Alors, la physique d'Aristote et de Ptolémée, c'est le modèle géocentrique standard avec les sphères, avec la sphère des fixes. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il dit ça. Alors, c'est pour ça que je vous ai présenté au début la liste de tous les qualités de Florensky comme penseur scientifique, parce que cette phrase écrite par quelqu'un dont on sait, par des travaux précédents, qui connaît aussi bien les mathématiques et la physique, on doit s'arrêter et se dire, mais il veut dire quelque chose, et on ne peut pas la rejeter, justement, de manière triviale. D'accord ? Bon. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que Florensky appréciait autant Dante. Donc, comme ça a été mentionné, effectivement, ce matin, le livre a été motivé par les 600 ans, donc le 600e anniversaire de la mort du grand maître et de la conception totale du monde. Donc là, il annonce tout de suite la couleur, c'est-à-dire que Florensky a vu chez Dante quelque chose qui correspond à sa vision unifiée du monde. Donc, il dit dans le livre, tout ça c'est des citations tirées du livre, il s'agit de la réhabilitation du système du monde de Ptolémée et Dante, c'est une confirmation directe du grand poème, quoique plus de 600 ans après. Alors, bien sûr, ce chapitre ne va pas plaire, donc on en a parlé ce matin aussi un peu. Je n'ai pas tellement envie de développer cet aspect parce que les raisons pour lesquelles les communistes ont chargé Florensky sont parfois triviales, mais aussi c'est un sujet assez compliqué que je
je ne veux pas expédier en quelques minutes. Mais néanmoins, donc, il est arrêté le 21 mai 1928, donc nous sommes à quelques jours de ce triste anniversaire. Et bien sûr, comme c'est expliqué dans le livre et aussi dans la lettre de défense que vous pouvez lire, dans la lettre que Florensky a écrit pour défendre son point de vue, ces commentaires sur Dante seront au cœur de ce que les communistes vont utiliser pour le condamner. Alors, moi je vais plutôt m'intéresser aux choses positives, parce qu'on n'est pas là pour... Donc, ça c'est le livre que j'ai déjà présenté en version russe. Ça c'est la version française. Donc ici on a Imaginaire. Et donc ça c'est un dessin qui a été montré ce matin de Florensky qui représente le trajet que suit Dante. Donc en français on traduit les imaginaires en géométrie. Le titre ici, vous voyez, il y a... Donc ça c'est... Donc, pour ceux qui... C'est facile de deviner que ça c'est géométrie. Ça c'est imaginaire dans le sens où Florensky l'utilise. Ici, c'est Lobachevsky, en 1855, à l'université de Kazan, il a écrit la géométrie imaginaire, un livre qui s'appelle la géométrie imaginaire. Et il utilise un mot différent. Moi j'ai utilisé dans ça le mot ici géométrie même, donc j'ai voulu utiliser une fonte un peu exotique. Et typiquement, ce que raconte Lobachevsky dans son livre, c'est les géométries non euclidiennes, donc typiquement la géométrie d'une selle de cheval, d'un espace court. Donc des géométries auxquelles nous sommes habitués maintenant, parce que Einstein a apporté, avec sa géométrisation de la force de gravitation, c'est l'introduction d'une géométrie non euclidienne pour décrire notre univers. Notre univers est un univers courbe, en expansion, et qui n'est pas justement un plan, et qui est d'ailleurs soumis à différentes déformations, et qui est aussi vivant en quelque sorte, puisqu'il évolue dans le temps. Alors, vous voyez que ce qu'on traduit géométrie imaginaire ici, et les imaginaires en géométrie, on a un mot en français, imaginaire, alors qu'il y a deux mots en russe. Donc ça, il faut voir que ça fait plutôt référence à un imaginaire comme dans le rêve, donc quelque chose qui vous vient d'une inspiration, l'imaginaire, la fantaisie en quelque sorte, puisque c'est ce qui était proposé ce midi pendant le repas, alors que l'imaginaire qui est là, c'est vraiment un imaginaire dans le sens opposé au réel. Donc il y a le réel, et puis il y a ce qui est non réel, donc c'est un peu plus proche d'une sorte de choses plus concrètes. Il n'y a pas vraiment l'aspect spirituel dans l'usage de ce mot-là. Clairement, Florensky a choisi une nomiste en connaissance de cause. Bon. Donc. Mais malheureusement, le français, je ne sais pas comment en français, c'est difficile en français de retranscrire cette nuance. Bon. Mais en tout cas, une chose qui est tout à fait claire, c'est que traduire le livre, les nombres imaginaires en géométrie, ou traduire la géométrie imaginaire, qui aurait été plus proche de ce que Lobachevsky fait, n'est pas correct. Parce qu'on aurait porté l'accent sur la partie strictement mathématique ou physique du livre et de son œuvre, mais on aurait perdu tout l'aspect spirituel et théologique de ce que Florensky veut dire, et cet aspect aussi un peu poétique qu'il veut introduire. Alors pour finir sur les commentaires un peu généraux, avant d'entrer un peu plus dans les détails techniques, ce livre aura une influence importante, positive et négative. Les influences négatives, je l'ai mentionné, ça va l'amener effectivement à être fusillé en 1937, mais positive, Mikhail Bulgakov. Et c'est documenté parce qu'on il est connu qu'il y a des notes de Bulgakov disant qu'il a lu ce livre et il en était fasciné, il s'en est inspiré. Il y a des passages entiers du Maître et Marguerite qui sont en écho direct avec ce qui se trouve dans les imaginaires. Et alors, chez Florensky, j'ai dit qu'il y a deux mondes que je n'ai pas vraiment décrit encore, mais
Bon, chez Bulgakov, dans le Maître et Marguerite, il y en a trois, le monde biblique, le monde éternel immuable et le monde contemporain. Mais c'est pour ça, dans la culture russe, ce livre aura été très connu. C'est-à-dire Zamyatin adorait ce livre. C'était vraiment... Il a vraiment une influence considérable. Alors, la cosmologie de Florensky. Alors, le sous-titre du livre, c'est « Extension du domaine des images géométriques à deux dimensions, essai d'une nouvelle concrétisation des imaginaires ». Et il va utiliser ça pour donner une nouvelle cosmologie. Alors, je vais reprendre ici un schéma qui a été montré ce matin dans l'exposé, et qui est un schéma absolument central. Et je suis désolé, c'est le seul endroit où il va y avoir des équations, mais je suis obligé de le faire. Donc, la relativité d'Einstein en 1905, Einstein dit que le temps et l'espace sont équivalents. Alors, a priori, c'est pas du tout évident, parce que la physique classique newtonienne, pour des objets qui évoluent à une vitesse faible devant la vitesse de la lumière, eh bien, le temps et l'espace ne sont pas du tout équivalents. D'accord ? Bon. Alors, dans un diagramme qui représente ici le temps, qui s'écoule comme ça, et puis ici vous avez les dimensions spatiales, il y a une structure qu'on appelle les cônes de lumière. Donc il y a deux aspects là-dedans. Il y a un aspect mathématique et après il y a l'interprétation physique qu'Einstein a donnée. Donc les mathématiques vous disent que, c'est Lorentz et puis c'est aussi ce qu'on appelle les espaces de Minkowski, que la lumière se propage selon des droites dans ce diagramme avec une pente à 45 degrés. Et ça détermine des cônes. Donc si vous êtes ici, et que le temps s'écoule vers le haut, ce qui correspond à ce que vous appelez le futur est devant vous, et ce qui correspond à ce que vous appelez le passé est derrière vous. C'est-à-dire que moi, si je suis dans le passé et que j'utilise une lampe et que j'éclaire, la lumière a une vitesse finie, donc elle va mettre un certain temps pour m'atteindre, et elle va arriver ici, ici comme ça. Et si moi j'éclaire vers le futur, quelqu'un qui dans le futur va voir ma lumière arriver, va se déplacer selon ses droites à 45 degrés. Maintenant, si mon objet est un électron, c'est-à-dire une particule massive, un objet physique réel qui a une masse, il ne peut pas aller à la vitesse de la lumière parce que seuls les objets qui vont à la vitesse de la lumière sont sans masse et ils sont contraints à suivre une trajectoire qui est à l'intérieur de ce cône de lumière, pour le futur ou pour le passé. C'est-à-dire que si moi je suis là et que quelqu'un est ici, il ne peut pas communiquer avec moi parce qu'il faudrait qu'il envoie une particule ou un signal de sorte que la pente de la trajectoire est supérieure à 45 degrés. Et ça voudrait dire une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, Einstein, en quelque sorte, a pris les mathématiques de ce diagramme et a dit, donc ça c'est la région physique du futur, ça c'est la région physique du passé. Donc tout événement compris dans cette base est causalement connecté avec nous, c'est-à-dire on peut échanger une information physique. Tous les événements dans ce cône futur sont connectés causalement, et ça c'est ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion, c'est causalement déconnecté. On ne peut pas communiquer par un signal physique ici. Donc la physique c'est là, et là c'est pas de la physique. Et la géométrie derrière ce diagramme nous dit que quand une particule se déplace, un objet se déplace avec une vitesse petit v, eh bien sa longueur observée, donc, moi j'ai une certaine longueur, mais si je bouge, vous ne voyez pas, enfin je ne change pas de dimension, mais si je bougeais suffisamment vite, vous verrez que mes dimensions linéaires changent et sont contractées par un facteur qui est la racine carrée de 1 moins v sur c au carré. D'accord ?
Donc, il est clair que quand la V égale C, ça fait 0, ça fait 0, et donc mon extension spatiale va disparaître. Lorentz va en parler un petit peu. Le temps est dilaté, c'est-à-dire que c'est le ralentissement des horloges, c'est-à-dire que pour quelqu'un, par rapport à ma montre qui est sur mon poignet, quelqu'un qui observe verra qu'un ralentissement du temps, parce que cette fois-ci, je vais diviser par racine de 1 moins v sur c au carré. Et plus v est proche, si la vitesse est nulle, bien sûr, le facteur vaut 1, donc il n'y a aucun changement, donc ça c'est la physique newtonienne. Et plus je m'approche de la vitesse de la lumière, plus ce facteur devient grand, et plus l'écart entre ce delta t observé et le delta t 0 de référence qui est temps propre augmente. Et l'énergie, on dit toujours qu'Einstein a dit E égale mc2, d'accord, oui, effectivement, l'énergie c'est la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Il ne faut pas oublier que quand une particule bouge, son énergie change par aussi le même facteur. Donc on voit que si je veux passer la vitesse de la lumière, c'est-à-dire si je veux aller ici, mon extension spatiale va devenir nulle, et après, quand V devient plus grand que C, je vais avoir un problème, parce que ce facteur-ci va être plus grand que ce facteur-là, et je vais avoir un nombre négatif sous ma racine carrée. Le temps va devenir infini, et mon énergie va devenir infinie. Donc, ça c'est l'interprétation physique standard qu'Einstein a donnée du cône de lumière causale. Ce que Florensky dit, c'est que, pour lui, C, qui est la vitesse de la lumière, n'est pas une vitesse limite. Nous, on nous dit, rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière pour ce que je vous ai dit. Parce que si vous dépassez la vitesse de la lumière, vous pourrez retourner dans le passé, aller, je sais pas, discuter avec votre grand-père et changer le futur. Ce que Florensky dit, c'est que si on passe une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, effectivement, on passe par 0. Ce qui est à l'intérieur va changer de signe. Donc, je vais avoir la racine carrée d'un nombre qui est négatif. Donc, c'est exactement la définition de ce qu'on appelle l'imaginaire i, le nombre imaginaire petit i, dont le carré vaut moins 1, ou si vous voulez, la racine carrée de moins 1, c'est petit i. Et mais quand on est passé de l'autre côté, ben, il y a une nouvelle physique qui se met en jeu, enfin une nouvelle interprétation qui se met en jeu, où les formules, vous voyez, sont similaires à ce que j'ai ici, mais sont apparues un i, donc c'est imaginaire. Et ici, j'ai encore le rapport de la vitesse sur la vitesse de la lumière. Alors, quand vous regardez cette formule ici, ça peut rappeler à certaines choses dont on entend parler dans la science-fiction, qu'on appelle les tachyons. Les tachyons sont justement des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Dans une certaine lecture, en physique, en général, on n'aime pas les tachyons, mais dans la science-fiction, on aime les tachyons. Et les tachyons ont justement la propriété d'avoir une masse carrée négative, donc une masse imaginaire. Voilà. Et la raison pour laquelle un tachyon a une masse imaginaire, c'est précisément parce que je vous ai dit. Alors, et là, c'est là où les choses sont intéressantes chez Florensky, c'est que un physicien va vous dire, ok, donc ça c'est la limite, et je ne peux pas la dépasser. Lui il dit non, parce qu'il a étudié à l'université, les mathématiciens, les discontinuités, il aime les interfaces, il dit la discontinuité, c'est pas quelque chose de mal, justement, la discontinuité doit faire partie du monde dans lequel on vit. Et donc, on passe à travers une discontinuité, mais tant bien que mal, on va de l'autre côté et on donne un sens à ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, en quelque sorte, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les mathématiques, parce que les mathématiques sous-jacentes à la théorie d'Einstein sont les mêmes, chez Florensky et chez Einstein, et d'un autre côté, Einstein donne une interprétation physique et Florensky en donne une autre. A priori, il ne fait rien de mal. Donc c'est ce que j'ai dit, la transition, l'extension spatiale disparaît, donc la longueur devient nulle, l'extension temporelle se dilate, et justement, c'est ce qu'il a appris avec Bougaïev dans sa thèse, dans ses travaux en tant qu'étudiant, sa thèse de maîtrise, sur les fonctions discontinues. Et il dit, voilà, justement, c'est typique d'une telle discontinuité entre les deux mondes, qui permet de passer d'un monde à l'autre.
Alors, je vais juste faire une autre petite remarque. Si vous imaginez la cosmologie moderne, que je vais mentionner un petit après, mais je le dis tout de suite, comme ça va travailler un petit peu. Donc, on dit que par exemple, il y aurait un Big Bang ici et l'univers s'extend à partir du Big Bang. Vous pouvez imaginer que là, c'est comme si vous essayez de voir ce qu'il y avait avant le Big Bang, ben, il faut que vous alliez à travers une sorte de singularité, qui est la singularité du Big Bang. Alors, les physiciens n'aiment pas les singularités, on essaye de les éliminer. Florensky, lui, en quelque sorte, s'accommode de la singularité. Mais il passe d'un monde à l'autre, à travers la singularité. Voilà. Alors, en quelque sorte, donc, pour Florensky, la région qui était interdite par la causalité, c'est-à-dire celle qui n'est pas physique, et pour lui, donc ça c'est Aristote, donc ça c'est le modèle cosmologique d'Aristote, avec la Terre au centre. Donc chez Aristote, les objets lourds tombent, les objets légers montent, et c'est une propriété intrinsèque de chaque matière, de monter et de descendre. Il n'y a pas de notion d'attraction, il y a seulement la notion de mouvement naturel, et il y a la sphère des fixes, et puis avec la quintessence, c'est-à-dire tout ce qui ne bouge pas, qui est immobile. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que dans ces descriptions-là, c'est ce que Florensky veut dire. Il dit, mais cela n'est-il pas une transposition en termes physiques de signes et des idées, selon Platon, des essences éternelles, incorporelles, sans étude, immuables? Est-ce que ce ne sont pas les formes pures d'Aristote, ou enfin, n'est-ce pas l'armée céleste contemplée de la Terre comme les étoiles étrangères en propriété terrestre? Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, devant vous, je peux m'arrêter de bouger, mais le temps s'écoule. Et c'est vrai que c'est pas choquant, on est habitué à ça. On n'a pas de problème à être limité spatialement. On a des problèmes un peu plus psychologiques ou fondamentaux d'être limité dans le temps, c'est-à-dire la vie et la mort. Mais ce que essentiellement Florensky explique, c'est qu'en passant dans une autre région de l'espace-temps, dans cette région interdite par la physique, on peut tomber dans une autre phase où là, on va pouvoir parler d'immobilité temporelle, donc des essences éternelles, et curieusement, elles ont tendance à ne pas avoir d'extension spatiale, c'est-à-dire ne pas de... Et donc, on échange le temps et l'espace. C'est tout à fait mathématiquement possible. Bon, c'est pas physiquement nécessairement la bonne description de notre monde actuel, mais en tout cas, c'est ce que Florensky nous explique. Alors, il va utiliser ça pour bâtir un monde qui est un monde géocentrique fini. Donc, il va remettre, comme je l'ai cité au début, au goût du jour, le monde d'Aristote, Ptolémée et Dante. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il part toujours de ce que les physiciens ont utilisé pour bâtir les théories modernes, mais il les retourne à l'envers. Alors, ça, c'est l'expérience du pendule de Foucault. J'ai pas pris une photo moderne parce que je pensais qu'une photo moderne, pour un exposé sur Florensky, donc valait mieux. Voilà, donc en 1851, c'est la première fois que le pendule de Foucault était présenté au Panthéon. Toujours d'ailleurs voir le pendule de Foucault au Panthéon. Et donc, ce que Florensky dit, c'est que l'expérience du pendule de Foucault, qui est normalement interprétée comme étant la preuve expérimentale de la rotation de la Terre, est justement quelque chose qui soutient le monde ptolémaïque, contrairement à ce que Albert Einstein et Mach ont dit comme étant justement une façon de justifier le principe de relativité. Alors, ce que Florensky veut expliquer, c'est qu'il veut expliquer que la Terre est fixe et que l'univers tourne autour de la Terre. Alors, l'expérience du pendule de Foucault est comme quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui tourne dans le pendule de Foucault. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire que la Terre tourne. Alors, Ernst Mach
avait ce que Einstein a appelé le principe de Mach, expliqué que, en quelque sorte, il y a le repère naturel, c'est-à-dire la physique naturelle, qui nous sert de référence. C'est les points de référence naturels qu'on utilise pour la physique dans cette salle, sont donnés par la distribution des masses des étoiles loin dans l'univers autour de nous. Et ça, c'est ce que Einstein va utiliser après quand il va élaborer la théorie de la relativité. C'est-à-dire qu'en fait, la propriété de la physique locale, en particulier les propriétés gravitationnelles et d'inertie, sont induites par la distribution des masses qui nous entourent. Alors, non, ça c'est normalement l'interprétation qu'on peut donner. Mais ce que Florensky dit, c'est que de toute façon, pour lui, c'est pas concluant, qu'il peut interpréter les choses différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que nous on tourne par rapport à quelque chose qui... C'est comme si je disais, moi là, je tourne par rapport aux murs qui sont fixes. Ou alors je pourrais dire, bah, c'est vous qui tournez par rapport à moi. Et donc il utilise en quelque sorte le relativisme galiléen qu'on peut avoir dans ce genre de description pour argumenter contre le fait que la Terre tourne. Donc en général, dans le système du monde de Ptolémée, avec son ciel en cristal et sa voûte céleste, tous les phénomènes doivent s'écouler de la même manière que dans le système de Copernic, mais avec l'avantage du bon sens et de la fidélité envers la Terre. Ça, c'est le point principal. Le terrestre, l'expérience authentique, fiable, étant conforme à l'esprit philosophique, satisfaisant enfin les exigences de la géométrie. Alors, s'il fait ça, s'il a une Terre ici qui est fixe, avec les choses qui tournent autour, ce que vous savez, c'est que donc, vous prenez la Terre, et vous calculez la vitesse de rotation de la Terre par jour. D'accord ? Donc ça vous donne une vitesse de rotation. Si vous êtes sur un manège, qui est donné par une plaque circulaire qui tourne, vous savez que plus vous allez vous éloigner de l'axe, plus ça va tourner vite. D'accord ? Donc la vitesse de votre vitesse de rotation, c'est-à-dire la vitesse tangentielle, c'est la vitesse de rotation fois la distance à l'axe. Donc plus vous vous éloignez, plus vous allez vite. Donc il n'est bien sûr pas difficile, si vous connaissez la valeur de rotation, qui est donnée par Florensky par la vitesse de rotation de la Terre sur son axe, vous cherchez la valeur de R pour laquelle cette vitesse atteint la vitesse de la lumière. D'accord ? Donc il calcule que Florensky en déduit qu'à une vitesse de 28 fois la distance de la Terre au Soleil, la vitesse est égale à celle de la vitesse de la lumière. Donc là, on a atteint la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, un objet physique va atteindre la vitesse de la lumière. Et je reprends ce que j'ai dit avant. Donc si je veux aller au-delà de ce cercle où je vais à la vitesse de la lumière, il faudra que mon extension spatiale s'annule, je devienne un nombre imaginaire, et le temps devient infini, et après devient imaginaire. Et donc c'est ce cercle limite qui est de nature purement imaginaire. Il divise le monde en deux parties. Donc, à l'intérieur, il y a le domaine des mouvements terrestres, des phénomènes terrestres, et au-delà, il y a le domaine des mouvements célestes, des cieux. Et ça, c'est intéressant parce que c'est toujours ça qui est curieux chez Florensky, c'est que son raisonnement strictement mathématique, logique, calculatoire est correct. Sauf que, il n'utilise pas peut-être dans les conditions où on le souhaiterait. Mais la question, justement, d'interpréter un objet qui tourne à une certaine vitesse et d'atteindre la vitesse de la lumière, ce que ça signifie, a des échos encore aujourd'hui dans la physique moderne. On vous dit l'électron a un spin. Et donc les gens essaient de déterminer le spin de l'électron en disant que l'électron est une petite boule qui tourne sur lui-même. Et si vous faites ça, vous vous rendez compte que si vous avez ces descriptions classiques, ça doit tourner à la vitesse de la lumière sur la surface de l'électron. Donc ça vous pose des petits problèmes. Bien, donc le calcul qu'il fait est un calcul qu'on peut appliquer à différentes situations physiques et qu'on résout différemment peut-être avec de la mécanique quantique, mais que lui résout uniquement de manière purement classique. Alors, bien sûr, la limite entre les deux mondes terrestres et de cieux, puisque la distance, 28 fois la distance de la Terre au Soleil, en prenant la Terre comme référence, c'est entre Uranus et Neptune. Et
Et donc il dit, la seule façon d'atteindre ce qu'il appelle l'empirée, c'est en dépassant la vitesse de la lumière pour obtenir un retournement. Et donc il dit, le domaine des imaginaires est réel, concevable, et dans la langue de Dante, il s'appelle l'empirée. Donc il a fait ses calculs mathématiques, et là, avec ses calculs mathématiques, alors je sais pas, donc il calque ça sur ce que Dante nous raconte. Nous pouvons nous représenter l'espace comme double, formé de surfaces de coordonnées de Gauss, de surfaces réelles d'imaginaire correspondant à la transition entre surface réelle et surface imaginaire, et que par la fracture, l'espace et le retournement à l'intérieur de lui-même. Bon. Alors, il dit des choses très justes. Il dit la chose suivante, qui est que la géométrie, en mathématiques, permet effectivement d'avoir des objets qu'on appelle des objets à plusieurs feuillets. Donc vous imaginez un millefeuille, mais bon, et vous prenez par exemple deux feuilles, et donc les deux feuilles sont parallèles, et si vous faites un petit trou dans cette feuille-là, un petit trou dans l'autre feuille, vous pouvez les rejoindre. Donc il va y avoir entre les deux ce qu'on appelle une coupure, et ça va faire une surface mathématique unique à deux feuillets. Et c'est la description, dans ce qu'en mathématiques on appelle des courbes elliptiques ou des choses comme ça. Donc, ça utilise effectivement, donc pour décrire la géométrie locale sur ces feuillets qui peuvent pas forcément être plats, on utilise un système de coordonnées qui peut être introduit par Gauss. Et donc effectivement, dans une description d'un monde à deux feuillets, on a naturellement des nombres imaginaires qui vont venir pour décrire la façon dont cette ramification, c'est-à-dire comment les feuillets sont connectés entre eux. Alors, donc, comme j'essaie de l'expliquer avec mes doigts, la connexion entre les feuillets se fait à travers une petite déchirure de chaque côté, donc il y a une fracture. Donc effectivement, il y a la notion de point de ramification, de fracture par laquelle on passe pour passer d'un feuillet à l'autre. Alors, le retournement, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, parce que le retournement, alors, il y a le retournement du corps à l'intérieur de lui-même. Bon. Alors, typiquement, quand on change normalement de feuillet, on ne se retourne pas. Bon. Ça, c'est moins, ça correspond beaucoup moins à ce que je voulais dire, une réalité mathématique géométrique précise. Néanmoins, on peut essayer d'y lire dans ce qu'il écrit quelque chose qui pourrait se rapprocher à une structure de trou noir ou de trou de verre où justement on passe un cercle limite qui est l'horizon. Alors, je ne sais pas ici mon propos de faire un cours de relativité générale, mais donc quand on est ici très loin du trou noir, on sent très peu l'effet du trou noir, c'est comme si l'espace était plat. Plus on s'en approche, plus on sent l'effet du trou noir et plus les effets gravitationnels sont forts. Et puis il y a un cercle limite qui est le cercle de non-retour. Ce cercle de non-retour est un cercle qui vous dit que la courbure de l'espace-temps est telle que même la lumière ne peut pas ressortir. Et quand on regarde la géométrie, on a effectivement échangé. Donc, si ici j'ai une coordonnée que j'appelle x et que j'ai la coordonnée temporelle qui est le temps, on échange ce qu'on appelle x et t. X et t, c'est-à-dire la coordonnée spatiale et la coordonnée temporelle. Il y a un échange de coordonnées spatiales et de coordonnées temporelles quand on traverse l'horizon d'un trou noir. Donc on échange la notion de ce qu'on appelle le temps et l'espace. Donc ça va avec ce que j'avais dit avant, c'est que dans notre monde réel, on est habitué à un temps qui s'écoule et puis de pouvoir être immobile dans l'espace, même si j'ai un peu du mal à vous faire l'expérience devant vous en ce moment. Et à l'intérieur du trou noir, eh ben, ça s'inverse. Alors, est-ce que la première solution de trou noir, c'est 1917, c'est Schwarzschild. Bon, Einstein n'aimait pas la solution de Schwarzschild, pour des raisons, parce qu'il n'aime pas les singularités, Einstein. Est-ce que Florensky connaissait les travaux sur le trou noir? Je ne sais pas vraiment. Mais quand on lit son texte, on est surpris de certaines descriptions, montrer qu'il y a certainement l'intuition de la possibilité de créer des géométries proches de géométrie de trou noir. Ce serait certainement intéressant d'essayer de déterminer jusqu'à quel point Florensky était familier de tout ça.
Le deuxième argument de Florensky pour sa cosmologie est basé sur le voyage de Dante. Alors cette illustration est apparue dans l'exposé de ce matin, c'est un croquis de Pavel Florensky qui décrit justement, que ce soit ce qui est décrit ce matin dans l'exposé, je vais plutôt parler de ça, qui est une gravure réalisée par Vladimir Favorsky. Alors Vladimir Favorsky est le graveur qui a aussi réalisé la couverture des Imaginaires. C'est un ami de Pavel Florensky. Et donc on reconnaît, voilà, voici Dante, et le chiffre 9, qui est important dans la Divine Comédie, et qui a été mentionné au début de l'exposé ce matin, quand on fait un peu de numérologie. Ça aussi d'ailleurs, vous l'avez montré, comme image. Alors le second argument de Dante, c'est la chose. Voilà. C'est ça qui est absolument important. Ayant contemplé de l'Empyrée, la gloire de Dieu, il se trouve en fin de compte à Florence, sans être revenu spécialement en arrière. Son voyage a été une réalité. C'est-à-dire, bon, après ça c'est, ici il y a du texte, c'est-à-dire qu'il contient en soi des données expliquant ses présupposés géométriques. Alors ça c'est une représentation, alors, je ne sais pas, il y a beaucoup de représentations là, ça c'est l'enfer, c'est le paradis, donc les différents cercles, puis ici la forme en entonnoir. Bon. Auquel Florensky pense, c'est pas tout à fait ça. Il pense à... Donc laissant de côté cette limite, c'est-à-dire étant... Donc ce que Florensky dit, c'est là où je pense que c'est vraiment la première fois que quelqu'un dit ça. Qu'il faut non pas essayer d'avoir une vision euclidienne de l'univers de Dante et de son voyage, mais une vision non euclidienne. Donc effectivement, les gens grossiers euclidiens. Et donc, il explique que c'est une surface de Riemann, car elle contient des droites fermées. C'est une surface unilatère, car elle fait retourner la perpendiculaire dans le sens du mouvement selon elle. Et il dit que l'espace de Dante étant étant construit selon le type de la géométrie elliptique. Alors, unilatère, c'est sur les dessins que tu as fait. Donc, ça fait référence à la notion de... ça aussi sont des croquis de Florensky. C'est la notion de ruban de Möbius. Alors, sauf que la géométrie n'est pas une géométrie à deux dimensions, mais j'essaie d'expliquer ça là-dessus. Donc, ça, c'est un... Vous avez un tore. Donc, je vais prendre... désolé. Bon, vous avez un plan et vous en faites un cylindre. Vous en faites un cylindre. Donc votre cylindre a deux surfaces, ici et à l'intérieur. Si maintenant je refais un demi-retournement et que je recolle, je vais faire ce qu'on appelle un ruban de Möbius. Et le ruban de Möbius a la propriété que si je me promène sur une des faces, il y a un endroit où je vais être sensible à l'endroit où j'ai fait mon retournement, je vais passer de l'autre côté, et donc j'ai qu'une seule face. Donc c'est ça qui veut dire comme étant une surface unilatère. Unilatère, un seul côté. Alors, donc vous êtes obligé de faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que par rapport à ici où il n'y a pas de retournement, vous avez forcément quelque part dans la topologie de votre ruban de Möbius l'information sur le fait que vous avez fait ce retournement-là. Et donc, ce que Florensky vous dit, c'est que Félix Klein a remarqué que le plan sphérique, etc. Donc en fait, il fait référence aux travaux de Klein, qui, lui, a justement expliqué qu'on peut généraliser en dimension plus grande le ruban de Möbius en un objet qui, cette fois-ci, on ne retourne pas à segment, mais on va retourner des sphères. Et donc ça, c'est une bouteille de Klein, qui est plongée, donc c'est un objet à trois dimensions, comme une bouteille. Donc c'est comme si vous preniez une bouteille standard et vous prenez le goulot que vous soudez
au cul de la bouteille. Et bien sûr, quand on fait ça dans un espace en 3 dimensions, comme le nôtre, on est obligé de traverser la surface. Mais quand on est dans un espace de dimension plus grande, on n'a pas à traverser la surface. Et la raison est la suivante, c'est que si je prends 2 droites non parallèles dans un plan, elles se coupent. 2 droites non parallèles dans l'espace, elles ne se coupent pas. D'accord ? Une autre façon de le dire, ça c'est noué parce que je suis en 3 dimensions. Si j'ajoute une autre dimension, je vais pouvoir passer continuellement sans avoir en 4 dimensions, les nœuds n'existent pas. Donc ce genre de géométrie ici, qui est beaucoup plus proche de la géométrie que Florensky veut utiliser pour décrire l'univers, est l'équivalent en dimension plus grande du ruban de Möbius. Alors, l'avantage de ce genre de géométrie, de toute façon, c'est que c'est comme une sphère. C'est d'abord, ça n'a qu'une seule face, et c'est aussi quelque chose qui est fini. Alors, la cosmologie moderne nous dit que, de toute façon, on est dans un... Enfin, disons, si on est sur une sphère, comme la Terre, par exemple, il n'y a pas de bord, mais la surface est finie, et on peut atteindre tous les points de la sphère en un temps fini, quand on va autour de la sphère. Donc là, ça c'est pareil. Et donc ça, c'est ce qui correspond à sa description d'un univers fini, limité. Et donc l'espace doit être représenté comme un espace elliptique et reconnu comme limité, de même que le temps est limité, se referme sur lui-même. Donc il faut imaginer ça dans un espace où 3 dimensions d'espace et de temps. Alors, je fais une petite remarque, c'est qu'au moment en 1922, au moment où Florensky écrit son texte, la théorie de la relativité générale, c'est une très belle théorie mathématique, mais il n'est pas totalement clair à savoir si c'est vraiment une théorie physique de notre univers. Et aussi, il faudra attendre les 1923-1924, c'est-à-dire à peu près entre 1 an et 2 ans après l'apparition des imaginaires, pour que Edwin Hubble voit, par ses observations des céphéides variables, conclut qu'il existe des étoiles en dehors de notre galaxie. Donc, je ne veux pas pardonner à Florensky d'une certaine façon, mais d'un autre côté, de manière purement stricte et rigoureuse, au moment où il écrit son livre, il n'avait pas les données observationnelles ou physiques qui pouvaient contredire vraiment son modèle, autre que des considérations esthétiques. J'aurais été curieux de savoir ce qu'il aurait pu écrire après, une fois qu'on aurait su qu'il existait des galaxies. Alors, je vais conclure maintenant sur la discussion de la cosmologie chez Florensky. Donc, Florensky argumente en faveur de la résolution d'un absolu plus conforme à la culture médiévale, en opposition au relativisme, en particulier introduit par les théories d'Einstein. Donc, il fait appel au nombre imaginaire à la Divine Comédie pour expliquer que l'univers est un univers fini et elliptique. Alors, même s'il y a beaucoup de maths et de physique dedans, je pense que cet ouvrage n'est pas un livre de science ou de cosmologie. De toute façon, le livre n'est pas écrit pour être lu comme un livre de science ou de cosmologie. Il n'a pas la prétention de vous apporter une nouvelle science physique. Lui, ce qui s'intéresse, c'est à avoir une vision unifiée du monde, de Dieu et terrestre. D'avoir un monde qui fait partie de sa conception théologique du monde. Il n'est pas... donc il ne faut pas non plus... donc il faut le lire un peu de la façon dont Florensky l'a écrit. Mais il est quand même intéressant de voir qu'il y a des choses qui disent qui ne sont pas totalement en désaccord avec ce que la cosmologie moderne nous dit. Et donc, ces notions de monde connecté par des singularités, c'est un peu revenu au bout du jour aujourd'hui avec la discussion des trous de verre, donc la possibilité de connecter 2 mondes. Ça, c'est un trou noir. Il y en a un qui est un trou noir et l'autre qui est un trou noir à l'envers, qui est une fontaine blanche. En passant par le goulot
du trou de verre, qui est en fait une singularité, parce que de fait, mathématiquement, on ne sait pas comment stabiliser le passage entre deux trous noirs, même avec de la matière exotique et des effets quantiques. Donc, pour pouvoir passer vraiment de l'un à l'autre, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose de curieux. Donc, la notion d'un univers double connecté par une singularité où il faut passer à travers un point de transition, ben c'est proche de, enfin, c'est essentiel de ce que la description de ce qu'on appelle les trous de verre ou les ponts d'Einstein-Rosen, ou si on fait référence à la cosmologie, aux gens qui essaient de discuter, donc si ça c'est notre cosmologie actuelle, nous sommes ici, on regarde vers le passé, on va voir le Big Bang, et que donc certains nous disent, ben voilà, peut-être qu'il y avait une phase avant le Big Bang, et que notre monde ici est une sorte de projection de ce qui s'est passé après le Big Bang, de la phase antérieure. Alors, là, ici, le graphique est un graphique d'un scientifique qui essaie d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire une théorie scientifique du pré-Big Bang. Mais l'idée d'avoir un monde double connecté par des singularités est pas aussi éloignée de ce que les gens essaient de faire aujourd'hui quand ils regardent ces modèles-là. Donc, bon, ça je l'ai déjà dit, c'est que la vision de Florensky, en fait, n'isole pas les considérations philosophiques des considérations religieuses, et que la lecture des imaginaires, mais la lecture des autres livres aussi, qui ne sont pas tous traduits, puis aussi d'autres livres que je ne connais pas, parce qu'on découvre encore d'autres choses sur Florensky aujourd'hui, apporte une certaine unité dans son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a les imaginaires, il y a l'iconostase, qu'il faut lire aussi, qui justement parle des icônes et de l'importance des icônes dans la présentation du monde. Il y a la colonne et le fondement, qui est un ouvrage de théologie un peu plus ardu, mais qui contient aussi des commentaires sur les mathématiques. Et c'est uniquement en essayant de voir un peu l'unité dans toute son œuvre qu'on peut essayer d'avoir une idée de ce que Florensky avait en tête quand il écrivait les imaginaires et comment ce qu'il voulait décrire. Et voilà. Donc, je vous montre quelques références biographiques. Donc ça, c'est le livre dont je vais parler. Puis il y a la colonne et le fondement de la vérité, à l'âge d'homme. La perspective inversée, à l'âge d'homme. Et puis ici, il y a quelques... je ne sais pas trop si vous voulez le PDF, il sera sur ma page web. Voilà, quelques références que j'ai sélectionnées. On le mettra sur notre site. Hein. Voilà, quelques références que j'ai sélectionnées sur... autour de... Ah oui, d'ailleurs, je me rends compte que c'est peut-être pas très bien organisé. Mais... Donc ça, c'est sur Dante, Florensky et les aspects plus métaphysiques. Ça, c'est la description mathématique de la trois-sphère de Dante par Mark Peterson, qui est souvent cité comme étant une référence de la géométrie chez Dante, qui n'est pas identique à celle... Il n'y a pas d'aspect elliptique dedans. Tu as trouvé ça à l'école? C'est à l'école tout ça? La visite de mathématiques de l'école ou pas? Ou tu as trouvé ça à l'étranger? Ça? Oui. Et surtout le BTA, tu l'as trouvé où? Je peux donner les PDF si vous voulez. Enfin, ça, c'est moi, ça, c'est l'American Mathematical Society. Lui, BTA, il me l'a envoyé. Ah, voilà, d'accord. Lui, il m'a envoyé parce que j'ai pas réussi à trouver le livre. Et oui, c'est ça, voilà. Mais je peux demander si je peux le mettre en accès. Ça, il faut qu'on les ait parce que sinon on ne pourra pas faire de progrès. Oui. Ça, je l'ai trouvé en ligne, mais on a un accès, je sais pas, avec le Durand, où j'ai eu accès à la librairie. Je l'ai. Et celui-ci aussi, les papiers de Charles Bayouk. Ah, tu l'as aussi celui-là? Oui, tout ça, j'ai. Et celui-là, il est accessible directement avec cette référence-là sur le site de PBS, qui est David Kastelvich. Justement, est un spécialiste, enfin, l'histoire des sciences, philosophie des sciences, et il a une très bonne présentation de en quoi est-ce que chez Dante on peut trouver des échos de la cosmologie moderne. Il n'y a pas de Florensky là-dedans, mais c'est pas mal. Tu conosci questo Castelvecchi? Non conosco la persona, ma conosco la presentazione. Tu connais cette test. Voilà, merci.
Bon, chacun comprend que c'est un événement, que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En plus, je suis assez bouleversé parce que mon concept de raison dédoublée, qui est l'axe de mon travail, la raison dédoublée venant à communiquer par des singularités, fontaines de lumière et trous noirs, c'est évidemment une nouvelle perspective sur ce que j'ai essayé de défendre depuis des années. Donc vraiment merci, et merci évidemment à Florensky. Tu as repris les passages les plus décisifs du texte. Là où évidemment on aimerait bien t'inviter une deuxième fois, c'est pour nous parler de la première partie du texte, c'est-à-dire tu nous as parlé du paragraphe 9, oui. mais il y a des paragraphes 1 à 8, oui. et qui mériteraient, pour des gens qui n'ont pas les algorithmes innés comme nous, on aimerait bien quelques éclaircissements. Ce matin, notre Thibaut nous a présenté la page 53, oui. quelques textes, mais ça serait bien qu'une autre fois, si on va plus loin, oui. tu nous fasses un résumé des acquis qui sont mobilisés dans les 50 premières pages. En fait. Oui, mais ça c'est... alors, donc je ne m'attends pas à ce que les gens dans la salle aient tous lu le livre. C'est pour ça que je me suis concentré sur la partie 9 et j'ai mis ces extraits. Mais le livre a été écrit en deux périodes. Donc vraiment la partie où le chapitre ou le Sourdante était écrit au moment de la publication du livre, alors que les premiers chapitres, qui sont des chapitres techniques, on y voit des matrices, on y voit des systèmes linéaires, il y a de la géométrie, ont été écrits alors que Florensky était étudiant. Donc c'est une présentation tout à fait correcte des nombres imaginaires et de la géométrie du triangle et de quelques calculs d'algèbre linéaire qui sont, disons, sont nécessaires pour comprendre ce qu'il veut dire dans le paragraphe 9, mais de même, c'est en quelque sorte assez banal, c'est-à-dire qu'il n'invente rien. Alors c'est ce que je disais, là il n'invente rien, mais il ne dit rien de faux non plus. C'est un peu comme s'il faisait un cours de première année d'université. La colonne et le fondement, parce que la colonne et le fondement c'est 1904, et les cours qu'il a reçus à l'université, tu cites c'est à peu près à la même époque qu'il écrit tout ça. Ça. Donc ça c'est des notes qu'il écrit, et ça voit que c'est clair quand il écrit que c'est des choses qu'il apprend à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bon, c'est un peu digéré parce qu'il a des commentaires particuliers sur l'importance de certains travaux sur les nombres complexes, mais le reste, c'est quand même c'est un texte honnête qu'un étudiant d'université qui apprend ça pourrait étudier. Je tiens à te dire qu'on en est encore fort. Non, mais je... Donc le... Il y a quand même la partie sur la hauteur du plan de hauteur nulle, où il qualifie les positions des courbes de manière infinitésimale. Tout ça, c'est lui qui a inventé ces courbes. Donc il y a une interprétation du calcul infinitésimal de Leibniz. Il a repris ça aussi d'un texte d'un mathématicien français qui s'appelle Boussinek. Donc dans cette partie-là, à ma connaissance, c'est de la compilation de choses qui ont été écrites ailleurs. Ce qui est vraiment de lui, et c'est pour ça que je me suis concentré là-dessus, et aussi parce que ça parle de Dante, c'est vraiment le chapitre 9, où là, il a une interprétation propre, et il dévie quand même assez fortement de ce que la physique traditionnelle dit, et il fait entrer Dante de manière magistrale. Donc effectivement, le reste est... oui, je peux revenir donner un exposé sur ce genre de choses, mais c'est beaucoup moins intéressant. C'est que la censure russe a proposé une chose qu'il n'a pas acceptée, c'est de publier les 8 premiers paragraphes en ne publiant pas le paragraphe 9. C'est ça. Donc le paragraphe 9 est miraculé. Donc nous, on se réunit, on travaille sur un texte qui existe encore par un pur miracle. Parce que d'un autre côté, c'est quand même, le livre est intéressant pour le paragraphe 9. Enfin, bon, un livre est un livre, bien sûr, un livre a une totalité, et c'est difficile de couper un livre, mais le paragraphe 9, c'est vraiment la chose qui fait... Comme par hasard 9 d'ailleurs. Hein. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Mais
disons, effectivement, mais dans la colonne et le fondement, en tout cas dans la version française publiée à l'âge d'homme, il y a des appendices, enfin, il y a tous les textes où il parle des nombres rationnels, irrationnels, tout ça, voilà, tout ça. Il est d'une scrupule extraordinaire. Voilà, et donc là aussi, il passe un temps assez particulier à réexpliquer ce que sont les nombres irrationnels. Donc ce qu'il dit, c'est très juste, mais parce qu'il veut que ça rentre dans le cadre de sa théologie. Donc il y a tout cet aspect où vraiment, pour lui, les mathématiques, c'est nécessaire. Les mathématiques sont... il a une analogie, il dit les sciences... c'est quoi exactement? Bon. Pour lui, en fait, les sciences subliment l'œuvre de Dieu comme les habits peuvent sublimer le corps humain. Voilà. Et c'est vrai que on considère les gens à la fois la façon dont ils s'habillent, et l'habit met en valeur la personne. Et les sciences mettent en valeur justement l'œuvre divine. Et exactement comme il serait bizarre pour nous de voir des gens tout nus, et ben, on ne peut pas voir l'œuvre divine tout nue. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses, parce que bon, il y a pas, ça montre qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre ces deux points de vue. Alors, on voulait te dire aussi une autre chose qui n'intéresse pas directement, mais on travaille aussi sur Rabelais avec la même attention. Et Rabelais, on a retrouvé dans ses papiers un document qu'on appelle la crème philosophale, qui réduit l'histoire du monde en 11 points. Un texte extrêmement bref, capital, c'est dans la Pléiade, si tu peux regarder. Et il a une expression que je te confie pour tes singularités de connexion entre le monde idéal et le monde réel. Lui, il appelle ça l'orifice du chaos. Et donc, il y a d'autres grands mythologues qui se sont occupés de ces questions. Et Rabelais est une des contributions majeures. D'autant plus que comme c'est en 11 points, c'est un peu comme le Florensky si tu veux, c'est extraordinairement ramassé, extraordinairement puissant, et ça consiste, ça produit une sorte de memento du monde. Et c'est pourquoi c'est un texte exceptionnel. Donc un jour il y aura un Florensky pour Rabelais, mais je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça pourra arriver. Voilà, ça je voulais juste ajouter ça. Et ça explique pourquoi nous on travaille sur Rabelais et donc en même temps recherchant les mêmes connectivités. Oui, je comprends. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez des questions? Oui, Marco. In English. Yes. Can I speak in English? Sure. So, one question is, can you say a little more about how, in your view, Florensky was envisioning this world that is causally disconnected from, outside the light cone of our system? Is it? So there is this. Is it more like the nature of this world? Is it more a physical one? Because you made a reference to tachyons and particles that in principle one could hope one day to detect or to let's say study with the tools of physics. On the other hand, you also said that this is a spiritual reality, yes, something that is in the eternity. Okay, so since Florensky has this uniquely broad view, I just wanted to understand better what, in your opinion, was Florensky's view. Is it more similar to Dante's Empyrean, or is it just an extension of our physical world? So his main idea, I should maybe have mentioned that before. So there is this notion of transition. So there is an interface that you can use to go from one to the other. Right. But if you have imagine you are like suppose there is some kind of an interface between the street and us, so that the light from the streets can come from us, but for some reason we don't really we can't see everything that is in the street. So something like as if the windows are covered by some thickness.
So in a sense, this is the kind of connection he likes. So he describes. I understand. Sorry, I understand that. The question is, what is out in the street? Is it a physical world that is describable by particles and laws of physics? Or is it like the Empyrean of Dante, which is a spiritual? Okay, so no. He says this is the Platonic ideas. This is the spiritual world of ideas that are intemporal and no special extension, something that doesn't move. So in a sense, it's very close to, in a way, what Bulgakov wrote in Master and Margaret. Okay. That's something, yes. It's a very point in which the spiritualism of orthodoxy is in the very center, because it's because they have this conception of the Holy Spirit, they can touch this zone as a spiritual light, in the orthodox sense of the Holy Spirit, you know. Okay, thank you. Okay. So is there any other questions? Je vais quand même pas te demander d'intervenir, tu vas devenir un martyr. Mais on va peut-être demander à Thibaut si maintenant qu'il vit avec une dimension mémorielle entre les mains, as-tu envie d'ajouter quelque chose? Tu as ajouté une remarque remarquable, importante tout à l'heure sur le paragraphe 8 et non pas le paragraphe 9. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Et vous, monsieur qui avez des lumières mathématiques, avez-vous envie de dire quelque chose? Quand vous parlez des fonctions discontinues, vous parlez quoi? Quand vous dites que Florensky il a étudié les fonctions discontinues, qu'est-ce que vous voulez dire? Ces fonctions discontinues, c'est des fonctions par morceau? C'est ça, des fonctions discontinues avec des singularités à la fois dans la valeur de la fonction, des singularités, voilà. Ça change. Ouais. Ok, d'accord. C'est justement pas les fonctions continues dans le sens. Mais ça. S'il faisait ça en début du 1904, enfin en 1900-1904, donc c'était vraiment au début de la théorie de l'analyse. Oui, voilà, d'accord. Parce que quand je pense à discontinu, je pense à des fonctions qui sont, par exemple, par morceau, qui sont continues par morceau. C'est ça, par exemple. C'est ça. Ok, d'accord. Mais justement, ce qu'on peut étudier mathématiquement, parce que ça a un sens qui ne gêne pas outre mesure les mathématiciens, en général en physique on n'aime pas les discontinuités. Donc on fait des approximations. Oui, on aime lisser les choses, alors que parfois c'est utile. Même en mathématiques aujourd'hui, ils préfèrent plus utiliser essayer d'approximer des fonctions discontinues par des splines, c'est-à-dire qu'en général, quand on a une fonction qui a des discontinuités quelconques, on perd un peu les outils mathématiques qui nous permettent de les étudier. Aujourd'hui, on utilise par exemple, quand on a des fonctions discontinues, on utilise des ondelettes. Oui, par exemple. Oui.